qui n'existerait pas si Ms. Barrette avait été portée plus tôt au pouvoir. On a entendu parler de la loi 20, Yannick, j'étais enceinte de Yannick. Puis on a commencé à avoir peur de ne pas être capable de faire un deuxième enfant puisque nous avons absolument besoin de la fécondation in vitro, puisque nous souffrons d'infertilité. Comme Iliane Chaput, certaines personnes souffrant d'infertilité voient leur désir de fonder une famille restreint par la loi 20. Cette loi, adoptée par le gouvernement québécois le 10 novembre dernier, modifie diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, dont une diminution du financement de l'État pour ces services. Le principal impact, c'est la réduction du financement public ou la disparition du financement public. Donc, on vient de mettre la hache dans le programme et donc des coupes, des gens en font les frais. Ça, c'est un choix politique. Au départ, on pensait financer environ 30 millions par année. Finalement, la facture a explosé. Je pense qu'on était rendu à pas loin de 75 millions. Ce qu'il estimait, c'est que ce ne serait pas avant janvier 2016 que ça serait appliqué, donc on ira encore l'automne. Comme de fait, on arrête cet été, j'arrête d'allaiter, on commence les procédures cet automne, un peu à la course, pas tant prête que ça à retomber enceinte si vite, mais pas prête non plus à faire le deuil de donner un frère ou une sœur à ma fille. Le projet familial d'Iliane Chaput ne repose que sur ces 2 derniers embryons congelés, conçus avant les modifications apportées au programme de procréation assistée québécois. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on va essayer de s'endetter, on va aller prendre un prêt ou quelque chose pour recommencer une autre fois. Ce serait une ultime fois, par exemple, parce qu'on n'a pas... on ne va pas s'endetter jusqu'à la fin des temps, mais... Donc, le projet de loi 20, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de mon projet familial, finalement. L'infertilité n'est pas un choix de vie. Elle est subie par les couples que nous représentons et vécue comme une véritable incapacité. Cette incapacité empêche bien sûr les couples d'accomplir une fonction biologique fondamentale au cœur de la définition de ce qu'est la vie, soit la capacité de se reproduire. Ce que ne comprend pas ce gouvernement-là actuellement, c'est que ça va en augmentant. Dans les années 80, il y avait environ 4-5 % des couples qui étaient infertiles. Là, on estime que c'est environ 17 % des couples qui sont infertiles. Puis on peut prédire que dans quelques années, ça va être aux alentours de 25 %. Puis c'est comme si ce gouvernement-là se déresponsabilisait envers des gens qui ont une infertilité médicale. Donc c'est une maladie, l'infertilité, il faut le savoir. Moi, j'ai jamais de problème avec le financement public. J'ai jamais eu de problème avec ça pour autant qu'on justifie pour les bonnes raisons. On ne peut pas justifier le programme de financement public en raison d'un droit à l'enfant. L'enfant a des droits, mais l'enfant n'est pas un droit. Et si on fait de l'enfant un droit, on risque de porter atteinte à ses propres droits parce qu'on le concevra alors comme un objet d'appropriation. Le comité consultatif sur le droit de la famille que Maître Roy a présidé propose notamment au gouvernement d'intégrer dans la Charte québécoise des droits et libertés un droit fondamental à la connaissance des origines en matière de procréation assistée ou d'adoption. L'identité, ça appartient à l'enfant. Peu importe les intérêts des autres personnes, l'identité, ça appartient à l'enfant. C'est son histoire, c'est le premier chapitre de sa vie. Je ne vois pas sous quel prétexte on pourrait l'en priver. Selon Iliane Chaput, le programme de procréation assistée ne représente pas un coût pour la société, mais plutôt un investissement. Moi et ma blonde, on voulait un enfant, on a fait un bébé, un enfant qui va grandir ici, qui va aller à l'école, qui va éventuellement avoir un travail, payer des impôts, être un citoyen actif de la société québécoise. Le Québec en veut des enfants, partout, tous les programmes familiaux. Il y a la PUJ aussi, il y a toutes sortes d'allocations, d'encouragement à fonder des familles, dans la mesure où tu es fertile. Si tu es infertile, par exemple, ton désir d'enfant est remis en question, puis tu devrais te demander si tu as le droit d'avoir un enfant ou pas. Tourne la page. Bravo. L'effet pervers, effectivement, c'est que les gens vont retourner vers d'anciennes technologies. Ça va coûter aussi cher, sinon plus cher à l'État. Ils vont essayer de persister avec des inséminations artificielles alors que c'est devenu un traitement plus ou moins efficace. Le docteur Miron estime que la loi 20 entraînera un regain de pratiques à risque pour la santé des femmes et des enfants, ce qui est contraire au programme de procréation assistée initiale. Celui-ci cherchait à poser des balises déontologiques pour ces pratiques, comme l'explique Maître Roy. C'était, si on peut dire, une logique marchande qui prévalait.
Les gens choisissaient leur clinique en fonction du taux de succès. Alors, pour augmenter leur taux de succès, les cliniques implantaient plusieurs embryons. Et si on implante plusieurs embryons, on met la santé de la femme et des enfants à naître à risque. Selon le Dr Miron, la loi 20 engendrera aussi des conséquences sur la santé psychologique des couples infertiles. Il y a une détresse psychologique, ça va affecter énormément de gens. C'est déjà commencé, là. Le gouvernement sous-estime comment il va y avoir des gens qui vont être obligés d'aller consulter en psychologie parce qu'ils n'ont pas leur rêve réalisé d'avoir une famille. Des projets de désir d'enfant qui sont tellement émotifs que l'argent, tu t'en fous, tu es prête à vendre ta maison. Tu t'en fous, c'est rien une maison, si je peux avoir un bébé.